Présentation des LEREA 2020 de l'Observatoire de la e-santé dans les pays du Sud, avec tout d'abord une affection que l'on espère bien voir disparaître un jour, c'est le trachome. Alors le trachome, c'est une bactérie qui attaque les yeux et qui peut mener à la cécité, qui peut mener à la perte de la vue. Elle affecte des dizaines de millions de personnes dans le monde et pourtant on peut la soigner. Et pour ça, à condition que la maladie soit prise en compte le plus tôt possible et que les patients respectent bien toutes les étapes, notamment le suivi post-intervention. Et cette lutte contre le trachome est l'un des objectifs de Sightsavers, qui a développé le projet TT Tracker au Bénin, en Guinée-Conakry et au Nigeria. Et c'est un projet qui est en train d'ailleurs de s'étendre à d'autres pays. Pour en savoir plus, nous a rejoint Sarah Bartlett, qui est directrice du pôle santé digitale de Sightsavers. Projet développé en Afrique, mais vous, puisque vous êtes ici, vous n'êtes pas en Afrique. Vous habitez en France tout au long de l'année. Oui, exactement. Oui, j'habite en France. Où ça, en France? Dans le Gers. Ah là là. D'ici, Oui. Pays béni des dieux. Il y a des applaudissements en face, en face de vous. Et vous êtes donc sur ce projet, en charge de ce projet TT Tracker, ce projet que l'on va découvrir tout de suite en images. So trachoma programs operate in incredibly remote environments, and also once we've given surgery for TT, it's required that we do multiple follow-up visits with the patients to make sure that the eyes are healing properly. So these factors combined create a pretty massive data challenge for our programs. So in response, we built the TT Tracker, which is helping improve patient care and also data management and use. So the TT Tracker is being used in Nigeria, Benin, and Guinea, with Senegal soon to follow. So far, the teams have captured and managed over 22,000 TT patients in the system. We've trained over 150 workers to be able to collect the data, and we've trained over 30 supervisors and administrators to be able to access and analyze and use that data. So countries are able to use the data to track surgical outcomes and plan follow-up activities. It's also a massive benefit to them to be able to have all their data in one place, so they're able to pull reports as needed, including a final report that will be submitted to the WHO in their country's dossier for elimination. We're hugely excited to be able to scale up use of the TT Tracker into new locations, so countries where Sightsavers doesn't have programming but where TT activities are ongoing and where they could really benefit from use of the TT Tracker. Voilà, TT Tracker, lauréat 2020, qu'on peut applaudir de cet observatoire de la e-santé dans les pays du Sud, ici à la Fondation Pierre Fabre à Lavore. Sarah, vous le dites très bien dans la vidéo, mais on va vraiment insister là-dessus. Il y a bien l'opération qu'on a vue chirurgicale autour de l'œil qui est importante, mais c'est pas tout. Le suivi post-opératoire est tout aussi important. Pourquoi ? Oui, c'est ça. Je vais répondre en anglais, mais pour être plus précise. Mais yes, it's true. So oui, vous avez raison. Les lignes directrices internationales prescrivent qu'il y ait un suivi d'abord de 14 jours, puis de 3 à 6 mois après la chirurgie. Alors ça peut sembler simple, mais c'est moins le cas quand la chirurgie a lieu dans un premier endroit et que le suivi se fait par ailleurs et que le suivi n'est pas fait par la personne qui a réalisé la chirurgie. Donc c'est vrai qu'avec un téléphone ou avec une tablette, on permet de savoir, on a la possibilité de savoir qui a besoin du suivi. On a toutes les informations qui sont entrées dans le dossier du patient et par ce biais, on optimise le suivi thérapeutique et aussi l'information. Et on voit bien qu'au cœur justement de votre système, on n'est pas là sur un système de soins, de mesure de l'œil ou de quoi que ce soit. On est d'abord sur un système de collecte de données. Et ce sont les données qui sont les plus importantes. Quel type de données est-ce que vous collectez et quel usage vous en faites derrière ?
Alors, les données que nous collectons, ce sont des données qui sont contenues dans un formulaire standardisé de suivi du trachome. Ça permet justement de collecter les mêmes informations partout dans le monde. Donc, il y a les données qui sont collectées à l'inclusion, au moment de la chirurgie et au suivi. Donc, comme je vous le disais, ces données, elles sont ensuite vues par les membres de l'équipe. Elles sont disponibles sur le dispositif mobile. Et ensuite, même si on va dans un autre endroit, elles sont consultables également. Bien évidemment, si on remonte dans le flux, c'est l'idée d'avoir aussi des données qui sont centralisées. Donc la propriété, c'est le ministère de la Santé. Il y a une seule source de données. Et bien sûr, quand on a ce pool de données qui est centralisé, on peut ensuite faire des rapports, on peut faire des données, on peut faire de la prospective, on peut aussi prouver par exemple que le trachome a été éliminé au niveau du pays, on peut démontrer l'élimination d'une maladie et on peut montrer aussi les progrès dans différentes régions ou sous-régions, les besoins d'activité, les besoins de financement. Donc l'idée d'avoir ce suivi en un seul endroit est bien sûr extrêmement bénéficiaire. Ça veut dire que c'est un système qui fait un double bénéfice quelque part, un bénéfice direct pour le patient, parce qu'on est sûr qu'il va avoir le bon suivi post-opératoire, qu'on va réussir à le guérir du trachome, mais également un bénéfice en termes de politique sanitaire pour chaque pays dans le but d'éradiquer cette maladie. Oui, éliminer, oui, exactement. Oui. Comment est-ce que vous arrivez à coordonner, puisque vous êtes dans plusieurs pays? Est-ce qu'il y a une coordination des politiques de tous ces pays ou est-ce que chacun fait ce qu'il veut de son côté? A little bit of both, I would say. Depuis qu'on a créé l'outil, notre mission est aussi donc d'une part de nous assurer que l'outil fonctionne bien et que les personnes l'utilisent correctement. Mais on voit aussi que c'est un outil qui fonctionne bien si les ministères de la Santé respectifs s'approprient l'outil et si les systèmes communautaires se les approprient aussi. I think, yeah, a little bit of both. Vous allez, on l'a bien vu dans la vidéo, puis on le voit dans les photos que vous nous passez, vous allez jusqu'à des populations qui sont parfois loin des centres urbains, mais qui peuvent être aussi loin des centres numériques. Est-ce que le fait d'être sur un outil entièrement digital n'est quand même pas un frein pour vous à un moment? Est-ce qu'il n'y a pas un frein culturel? Alors je ne dirais pas que c'est un obstacle culturel, mais il y a des règles différentes à suivre quand vous essayez de collecter des données. Alors il y a le côté matériel et il y a le côté logiciel. Côté matériel, ça peut sembler évident, mais il faut s'assurer que le téléphone ou que la tablette qu'on utilise peut résister au soleil, peut résister à de la poussière, peut résister à un environnement qui est plus hostile si vous voulez. Donc ça c'est le côté matériel. Côté logiciel, on doit s'assurer que les applications peuvent aussi être consultées en hors ligne, c'est-à-dire qu'on saisit les données et qu'elles sont ensuite envoyées une fois qu'on retrouve le réseau. Donc il faut s'assurer de ça aussi. Mais ça vaut pour toutes les technologies. Il faut aussi que ce soit une technologie qui soit au service de l'usager. On est souvent dans des sites où les gens n'ont pas trop accès à la technologie, n'ont pas cette capacité à utiliser ces technologies. Dernière question, Sarah, peut-être pour prendre un petit peu plus de recul, pour vous qui avez un regard aussi plus général sur ce qui se passe dans les pays du Sud. Vous avez TT Trackers, mais aussi votre organisation gère d'autres pathologies et d'autres outils. Comment est-ce que vous vous positionnez dans ces questions que l'on a vues depuis ce matin sur la table ronde, entre ces pays du Sud où on a l'impression d'avoir une véritable appétence pour les outils digitaux, un développement rapide des outils digitaux? Là, on est sur une solution digitale de suivi patient, tout simplement, sur une pathologie. Et des pays du Nord où parfois ce type de solution n'existe pas, où il n'y a pas de suivi digital des patients, il n'y a pas de collecte de données. On a l'impression d'un grand écart par moment. Comment est-ce que vous voyez ça, vous qui avez un regard un peu mondial? C'est une question difficile. C'est pour ça que je la pose. Hein. C'est une question sensible aussi. Je pense que beaucoup de pays dans le Nord et les populations sont peut-être plus sceptiques quant à l'usage qui sera fait des données. Et ils sont peut-être moins susceptibles de transmettre, de divulguer des données en relation avec leur santé. Ils savent qu'il y a des réglementations, ils savent qu'il y a une protection, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de défiance. Et dans le Sud, c'est moins le cas peut-être.
Ouais, c'est le logiciel des populations, mais également le logiciel, j'ai envie de dire, des systèmes sanitaires qui peuvent aussi être sceptiques. Est-ce que c'est plus facile de faire changer le logiciel des systèmes sanitaires en Afrique, de le faire évoluer plutôt qu'en Europe, à votre avis? J'ai pas compris exactement. Vous nous dites que des populations peuvent être sceptiques en Europe vis-à-vis de ces outils digitaux. Bien sûr, il y a les populations, les patients, mais il y a aussi le système sanitaire, les médecins, les soignants, les hôpitaux, qui peuvent être également très sceptiques vis-à-vis de l'utilité de ces outils. Est-ce que c'est plus facile d'intervenir auprès de médecins africains, qui sont plus ouverts, que des médecins européens, par exemple? Alors, il est possible qu'ils soient plus ouverts, en particulier quand on leur montre que l'application va les aider au bout du compte à faire leur travail. En fait, on ne se concentre pas à leur présenter l'intérêt du recueil des données, mais plus l'intérêt pratique dans leur quotidien thérapeutique. De notre expérience, j'ai le sentiment qu'à partir du moment où on a un retour, on tient compte du retour des médecins aussi, et que donc on les implique, je trouve que du coup l'adoption est très bonne. Vous voyez qu'on a cette boucle virtueuse entre les usagers. Toujours, quel est le bénéfice finalement pour le client à l'arrivée? Merci beaucoup Sarah, restez avec nous parce que je suppose qu'il y aura aussi beaucoup de questions et de remarques à lui adresser. On reste sur le continent africain, mais cette fois-ci on va partir pour le Congo avec un nouvel outil pour aider les malades atteints de drépanocytose. Alors c'est un nom de maladie qui n'est pas anodin ici dans ce lieu, dans cet amphithéâtre, dans cette fondation Pierre Fabre, puisque c'est une pathologie qui a longtemps été négligée, pour laquelle la Fondation s'est engagée de très très longue date. Et nous allons donc tout de suite rejoindre Arnold Wogbo, qui est fondateur et directeur de la société Génitis Sarlu. Bonjour Arnold Wogbo. Quelle heure à Kinshasa et quelle météo aujourd'hui? Est-ce que vous nous adressez aussi des rayons de soleil de chez vous? Ah, il fait beau. Il y a le soleil derrière moi là. Donc, c'est un beau climat aujourd'hui. Écoutez, c'est formidable. Je rappelle, donc vous dirigez une start-up que vous avez créée, que vous avez donc imaginé une application pour faciliter la vie des personnes atteintes de drépanocytose. Cette application s'appelle Anémiap et on la découvre immédiatement en images. C'est à vie, c'est une maladie à vie. Donc, on demande des soutiens pour tous les drépanocytaires parce que c'est une maladie vraiment génétique qui nous fatigue. Anémiap est une application destinée à la prise en charge de la drépanocytose. Le malade reçoit des conseils de santé pour éviter des crises et renforcer son organisme. Exemple, beaucoup s'hydrater, boire jusqu'à 3 litres d'eau par jour lorsqu'il atteint l'adolescence. Cette application permet une mise en réseau entre les professionnels de la santé. Elle permet aussi d'identifier les endroits de fourniture en médicaments, poches de sang, vaccins et tests de dépistage. Ce prix va nous permettre de faire la maintenance et la mise à jour régulière de l'application, de faire plus de communication et d'acquérir un nouveau bureau. Anémiap, qu'on peut applaudir, lauréat 2020 donc de l'Observatoire de la e-santé dans les pays du Sud. Et cette remise de prix aujourd'hui en direct depuis la Fondation Pierre Fabre à Lavore, près de Toulouse en France. Arnold Wogbo, vous avez travaillé dans une ONG auparavant où vous receviez des personnes qui étaient atteintes de drépanocytose. Et l'idée vous est venue de créer cette application en faisant le constat que la population était sous-informée sur cette maladie. Or, on en parle beaucoup dans la presse, à la télé, à la radio. Qu'est-ce que vous vouliez apporter de plus finalement en termes d'information ou d'accession à l'information par cette application ? En fait, comme vous venez de le mentionner, les gens connaissaient la maladie, mais de manière superficielle.
Par exemple, les gens confondaient le groupe sanguin à l'hémoglobine et voilà, ils ne connaissaient pas voilà, le mode de transmission de la drépanocytose. Hein. Alors, à travers cette application, étant donné que actuellement c'est pratiquement tout le monde qui a un téléphone portable, alors il fallait passer par ce canal de transmission pour transmettre des informations concernant le traitement et la prévention de cette maladie, d'où la création de cette application. Ça, c'est valable effectivement pour la population de manière générale. C'est aussi valable pour les soignants. Vous vous êtes rendu compte qu'il y avait un déficit d'information parmi les infirmiers, les médecins, les centres hospitaliers, et vous avez voulu donner un accès particulier aux soignants. Pourquoi ? En fait, hein, il y a très peu de professionnels de la drépanocytose, hein, comme vous l'avez dit. Et donc, il fallait faire un réseau, créer un réseau de ces professionnels et prestataires de santé. Et donc, exemple, si un médecin qui n'a pas beaucoup d'informations sur la drépanocytose, il tombe sur un cas, alors il a la possibilité d'entrer en contact avec un drépanologue et voilà, de bénéficier, d'échanger sur le traitement de cette maladie-là. Ça, c'est important ce que vous dites. On a souvent tendance, et c'est normal, à vouloir aller faire de la communication auprès de la population générale, auprès des malades, mais vous dites les médecins aussi, ils ont besoin, les généralistes ont besoin d'informations particulières. Tous ne savent pas quel est le traitement, où trouver un centre de dépistage, où trouver des spécialistes, où trouver les médicaments. Là, vous faites de la liaison vraiment entre professionnels à travers cette application. Tout à fait. Et donc, avec le ministère de la Santé, via le Programme national de lutte contre la drépanocytose, donc nous avons pu avoir donc la liste de tous les médecins qui sont spécialisés dans la drépanocytose. Et donc, c'est avec ces médecins-là que nous travaillons. Et lorsqu'ils sont mis en réseau, voilà, avec les autres médecins généralistes qui ne sont pas spécialisés dans le traitement de la drépanocytose, et ben, comme je l'ai dit, voilà, ils peuvent échanger des informations, voilà, recueillir tout ce qu'il faut comme information pour le traitement de leur malade. C'est intéressant, avant d'arriver à la bonne construction de l'application, bien sûr, il y a toujours des essais avec des réussites et puis des échecs. Il y a une chose que vous retenez qui est importante et qui est intéressante à faire participer au public qui nous regarde aujourd'hui, c'est que vous avez commencé à développer cette application vraiment sur des smartphones, sur un système assez développé, et que peut-être ce n'était pas le bon système pour commencer et aller atteindre un maximum de personnes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Tout simplement parce qu'on s'est rendu compte que c'est pas tout le monde qui a accès à Internet ici en RDC. Et donc, bon, l'application, elle est sur Play Store, sur Internet. Et donc, si le drépanocytaire, si le malade n'a pas accès à Internet, et donc il n'a pas accès à l'information concernant son traitement. Et donc, nous nous sommes dit de passer par une application au menu USSD, donc par SMS, qui n'exige pas de connexion Internet. Et donc, même si le malade n'a pas de smartphone, avec un téléphone ordinaire, il peut accéder à toutes les informations liées au traitement, à la prévention, au dépistage de la drépanocytose. Arnold, on le voit depuis ce matin, l'un des grands enjeux aujourd'hui qui est présent en e-santé, c'est le recueil de données, l'exploitation de données. Est-ce que vous, à travers cette application, vous récupérez des données sur les personnes atteintes de drépanocytose? Quel type de données? Pour quelle exploitation? En fait, on est dans le recueil, dans les statistiques avec le ministère de la Santé. En fait, les chiffres sur la drépanocytose sont très estimatifs. Par exemple, on dit que chaque année, en RDC, 50 000 bébés naissent avec la drépanocytose. Et bon, c'est des chiffres qui datent de plusieurs années. Et donc, avec cette application, ça permet de recueillir des données exactes sur l'évolution de la drépanocytose dans une zone déterminée. Et donc là, c'est un travail que nous faisons avec le ministère de la Santé de la RDC. Toute dernière question à Arnold Wogbo sur ce prix et sur cette application. Comment, l'un des enjeux, vous l'expliquez, c'est l'extension, le développement de cette application, multiplier le nombre d'utilisateurs, atteindre 100 000 utilisateurs assez rapidement. Comment est-ce que vous allez vous y prendre?
Donc voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, étant donné qu'on travaille avec le ministère de la Santé, et donc nous allons travailler maintenant dans la vulgarisation, dans la communication, afin que la population de la RDC puisse voilà, connaître cette application, qu'ils puissent utiliser, parce que c'est bien pour eux. Et donc nous espérons atteindre voilà, ces 100 000 utilisateurs de l'application. Ouais. Et je vois derrière vous, il y a beaucoup de monde. Vous êtes allé sur le campus de l'AUF aujourd'hui pour nous parler? Oui, tout à fait. Ils sont venus m'accompagner. Voilà, ils sont derrière moi là. Donc voilà, je ne suis pas seul. Eh bien, écoutez, c'est génial. Et c'est génial de voir des campus qui sont pleins en face de nous, des salles en tout cas qui sont pleines, même en ces temps compliqués d'un point de vue sanitaire pour vous soutenir. On peut l'applaudir, hein, qu'on soit à Kinshasa ou qu'on soit ici à Lavore ou ailleurs dans le monde pour cette application. Et il y aura là aussi sûrement beaucoup de questions qui vont nous arriver ou de remarques par rapport à Anémia. Il y a déjà beaucoup de questions qui nous arrivent ou de remarques. Tenez, j'en prends quelques-unes. Hop, Dominique qui est en France qui nous dit bravo et merci pour ce partage d'expérience. C'est sympa de nous envoyer des petits coucous comme ça. Ça nous encourage à aller encore plus loin dans les prochaines années. Laure qui nous dit bonjour de Dakar, contente de pouvoir suivre cette conférence. Le Sénégal est l'un des pays qui a le mieux géré la pandémie avec la mobilisation de tous ces acteurs. Vous voyez, ça réagit un petit peu partout. N'hésitez pas à adresser vos questions aux lauréats. On va les poser d'ici quelques minutes. Le temps pour nous d'entendre le dernier lauréat de cette journée et de partir tout de suite à Conakry, en Guinée, où nous attend le professeur Fodé Abbas Cissé, qui est neurologue au CHU de Conakry, en Guinée. Bonjour professeur, est-ce que vous nous entendez, vous nous recevez correctement à Conakry? Allô, allô, est-ce que l'on a Fodé Abbas Cissé qui est parmi nous et qui doit... Voilà. Il n'est pas connecté. Alors, est-ce que l'on a Farah Matine, qui est également lauréate? Alors, on va dire que si on ne passe pas par la Guinée tout de suite, on va passer par les États-Unis, puisqu'ils sont deux à porter ce projet. Farah Matine, bonjour. Où est-ce que vous êtes aujourd'hui aux États-Unis, pour vous qui voyagez beaucoup? Et quelle heure est-il là où vous êtes? Oui, je suis connectée. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous arrivez à m'entendre. C'est parfait. Excellent. So it's about 8 a.m. En fait, il est à peu près 8 heures du matin et j'aimerais remercier les organisateurs, vos équipes, de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer. Merci beaucoup. 8 heures du matin. On voit que le matinaux de la côte est des États-Unis, puisque vous êtes du côté de Boston. Et vous êtes donc récompensés tous les deux. J'espère que Fodé Abbas Cissé va nous rejoindre pour ce projet Guinée Epilepsy Project, qui est un petit bonnet que l'on avait vu ici sur ce même plateau l'année dernière. Un petit bonnet qui a été mis au point avec la faculté de médecine de Harvard aux États-Unis et le CHU de Conakry en Guinée. Et ce petit bonnet permet de réaliser des électroencéphalogrammes à distance, de manière simple, à coût maîtrisé, pour détecter les premiers signes de l'épilepsie. C'est un outil qui sera une première dans le monde quand il sera vraiment utilisé, que la Fondation Pierre Fabre accompagne. Mais à présent, la volonté de ces développeurs est d'aller beaucoup plus loin, puisque l'enjeu aujourd'hui est de faire appel à l'ordinateur, à l'intelligence artificielle, pour qu'elle puisse lire, ou qu'il puisse lire, l'ordinateur, les électroencéphalogrammes directement, sans médecin, pour y détecter les premiers signes d'épilepsie et orienter les malades vers des neurologues. La Fondation Pierre Fabre a donc fait le choix, cette deuxième année, d'accompagner cette nouvelle étape du projet, et on le découvre tout de suite en images. Epilepsy is hugely important to Guinea, like it is around the world. One is premature birth. Another is the sequelae of different infections of the brain can lead to lasting consequences. Finally, we know that there is an increased risk of head trauma. La détection précoce des crises d'épilepsie permet de mieux la traiter. Ça augmente les chances de réussite du traitement. The next step is to use AI, or artificial intelligence.
And that will help us understand the vast amount of data we're able to collect from EEGs and potentially have point-of-care interpretations. Data from the electrode cap is transmitted to the app, which is on the tablet or the smartphone. We believe artificial intelligence is really the way forward for using EEG at the point of care and locations without experts. Qu'on puisse former les gens à son utilisation et aussi qu'on puisse à court terme coordonner l'interprétation de ces examens effectués parce que le but c'est de faire le diagnostic et de prendre en charge ces patients. We hope to use artificial intelligence and apply it to EEG in low resource settings, just like in the Guinea Epilepsy Project. La Guinée Epilepsy Project, qu'on peut applaudir, lauréat donc de cet observatoire de la e-santé 2020. Et ce prix remis aujourd'hui, la régie me dira si on récupère Conakry en duplex, mais en tout cas on a Farah Matine qui est en direct des États-Unis. On parle de la Guinée, on parle des États-Unis, mais Farah, on peut signaler également que c'est un projet beaucoup plus global, beaucoup plus mondial aujourd'hui, dans sa deuxième étape qui consiste à nourrir des ordinateurs pour développer un algorithme de lecture de ces électroencéphalogrammes, et qu'il y a d'autres universités dans le monde qui travaillent avec vous apparemment. Oui, tout à fait. En fait, l'électroencéphalogramme, c'est une technologie très ancienne, mais elle a quand même des défis. Tout d'abord, le premier défi, c'est d'obtenir les données, et donc c'est quelque chose qui est assez cher. Il faut avoir un équipement qui soit mobile. On a réussi à améliorer cette première phase. Et deuxième phase, qui est tout à fait compliquée également, c'est comment est-ce que l'on peut avoir les données directement du cerveau, et ces données doivent être utilisables. Donc on travaille avec des neurologues, et on sait que pendant les crises d'épilepsie, ça dure quelques minutes, et ensuite il y a un délai assez long entre la collecte des données et ensuite l'interprétation des données. Donc il faut vraiment avoir des neurologues, il faut avoir des neurologues expérimentés. L'idée, c'est vraiment d'utiliser l'informatique pour interpréter ces données. C'est pour cela que nous travaillons avec Harvard, avec d'autres universités, le Danish Tech University à Copenhague, et sans oublier la Guinée. Et vous savez que l'épilepsie va toucher à peu près 1 à 2% de la population à travers le monde. Donc l'idée, c'est vraiment de développer des projets en épilepsie, et avec beaucoup de chance, on pourra étendre à d'autres pays, y compris dans des pays en Afrique. Farah, vous faites écho à ce que nous disait Derek Mounini de l'OMS ce matin. Effectivement, l'enjeu est aujourd'hui de travailler à plusieurs, travailler en communauté, et on voit bien comment ce projet mobilise des communautés dans le monde entier. Alors, sur le papier, ça peut sembler simple et formidable de se dire on va entraîner l'ordinateur, l'intelligence artificielle à nous lire un électroencéphalogramme. On va lui donner plein de chiffres pour ça, mais en réalité, c'est pas si simple à faire et c'est très ambitieux. Oui, c'est vrai, c'est ambitieux. Et en fait, c'est un très bon exemple de collaboration. Aux États-Unis, nous menons des ECG, des dizaines et des dizaines de CG chez des patients épileptiques, et nous pouvons utiliser ça comme pivot, comme modèle. Et tout d'abord, il faudrait que notre modèle soit assez sensible pour détecter les changements. Donc, bien évidemment, il faut mettre en place des algorithmes, des formations. Il faut également impliquer des ingénieurs, des scientifiques, des données prédictives. Et malheureusement, en Guinée, on est un peu pauvre en neurologues. On n'a que 5 neurologues dans tout le pays. Et donc, d'un point de vue matériel, on n'a pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Donc, il faut avoir une aide externe, une aide par ordinateur. Cela veut dire quand même, Farah, avoir aujourd'hui des données en termes très conséquentes, très importantes pour nourrir l'ordinateur et sortir à terme cet algorithme. C'est toujours la même chose. Où trouve-t-on de la bonne donnée en masse et de qualité ?
Right now, we are Actuellement, starting with nous avons et nous utilisons les données de Boston et du Danemark. En fait, ce sont des données avec ce que j'appellerais des actions standards en ECG. Et deuxième étape, c'est d'utiliser nos données mobiles de la phase 1 du projet. Et ensuite, on va pouvoir prendre ces données mobiles et essayer de condenser ces données et de créer ce que j'appellerais une formation de base. Et peut-être répéter, continuer, reproduire ce processus et pour bien comprendre ce que j'appellerais les détections des pics. Donc vraiment l'idée, bon, on sait que ça va pas se faire en un clin d'œil, c'est une étape à la fois, des petits pas qui vont dans le bon sens. Et je suis tout à fait confiante, je pense qu'on va y arriver. Alors, on a de la chance, on a retrouvé la connexion avec Conakry, avec le professeur Cissé. Professeur, félicitations tout d'abord pour ce prix 2020 de l'Observatoire de la e-santé dans les pays du Sud. Est-ce que ce n'est pas frustrant ou bien est-ce que ça ne vous fait pas peur pour vous, qui êtes neurologue, de dire demain, un ordinateur, l'intelligence artificielle va pouvoir avoir une vision de moi et la même vision que j'ai en tant que médecin et même peut-être meilleure que moi? Non, pas du tout. Je pense que nous sommes plus dans l'optique d'une interdépendance avec les ordinateurs. Ça ne nous remplace pas du tout. Ce qu'il faut dire, c'est que l'électroencéphalogramme est l'examen de référence pour confirmer l'existence des crises d'épilepsie, mais le diagnostic de l'épilepsie reste essentiellement clinique. C'est un médecin qui interroge le patient, qui prend ses données socio-culturelles, qui prend les données liées à la survenue des crises d'épilepsie, à la caractérisation clinique des crises d'épilepsie, et c'est ce qui est confirmé par l'électroencéphalogramme. Donc, on parle de corrélation électroclinique. Il faut que la clinique colle avec ce qui est électrique. Donc, en aucun cas, il n'y a cette inquiétude. D'ailleurs, on est demandeur d'innovation et de rapidité dans le développement des électroencéphalogrammes low cost pour permettre à nos pays d'accéder assez rapidement à la confirmation des crises d'épilepsie via les électroencéphalogrammes. Mais professeur, Faramati nous donnait les difficultés, parce que ce que je disais, c'est très beau sur le papier, ce n'est pas si simple à mettre en œuvre comme algorithme, les difficultés d'avoir de la donnée de qualité, de la donnée en quantité, et il y a une difficulté supplémentaire, c'est que le regard humain restera le regard humain. On peut prendre 30 neurologues différents, ils peuvent avoir 30 façons différentes d'analyser la même courbe, le même électroencéphalogramme, et ça, l'ordinateur doit aussi apprendre à le prendre en compte. Oui, effectivement, mais comme elle l'a dit, on reste positif, mais c'est déjà un premier pas de pouvoir en Afrique enregistrer l'activité électrique du cerveau. Bien sûr, il y a une seconde phase qui est celle de l'intégration de l'intelligence artificielle avec les algorithmes, mais pour nous déjà, le fait d'avoir un casque qui permet d'enregistrer l'activité électrique du cerveau, c'est une opportunité majeure d'apprendre à lire des EEG à beaucoup d'autres neurologues, de vulgariser l'électroencéphalogramme dans le pays, et bon, à l'avenir, on verra comment est-ce que l'intelligence artificielle pourra interpréter les électroencéphalogrammes. Alors, c'est pour quand? C'est pendant 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an? Quand est-ce qu'on a cet outil? Quand est-ce qu'on a cet outil? Ça dépend lequel. Bon, le casque, il est déjà là. Je vais vous le montrer. Le boîtier est là. Nous avons aussi la tablette avec la connexion. Donc, on a déjà les tracés des publications qui en font foi. Maintenant, la question de l'algorithme est plus une question d'ingénieur. Je passerai la main à Faramatine et elle sera plus outillée pour répondre à cela. Alors, attendez, je lui envoie la question tout de suite, tant qu'à faire, puisqu'elle est en duplex avec nous depuis les États-Unis. Farah, c'est pour quand l'algorithme? C'est pour on a toujours envie de dire c'est pour demain, quoi. Hein, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an maximum. En fait, si ça avait été pour hier, on aurait été content. Non, mais la réalité, ça prend plus de temps que prévu. Pourquoi? Parce que pour l'enregistrement cardiaque, c'est assez simple. On a tant de scores. Le cerveau est un peu plus compliqué. Donc, pour répondre à votre question, avec la Fondation, on essaye d'avancer dans les 12 mois qui viennent. Mais bien évidemment, on a déjà quelques pistes. On va déjà
déjà commencé avec les adultes, la qualité des ECG avec des pics, et après on va aller un peu plus loin. Mais j'espère que l'année prochaine, peut-être l'année prochaine à la date, en octobre C'est aussi. bien, ça c'est bien. La Fondation vous met la pression pour accélérer encore plus la réalité du travail. Toute dernière question, professeur, pour vous qui êtes à Conakry en Guinée, justement, en quoi ce soutien de la Fondation Pierre Fabre et ce prix de l'Observatoire de la e-santé est-il important pour vous? Comme cela a été déjà dit, ça permet de faire avancer le développement du dispositif. Ça permet de mettre plus d'électrodes sur le casque. Ça permet d'avoir plus de matériel pour l'enregistrement de l'activité électrique du cerveau. Mais parallèlement à cela, ça nous permet de plus déstigmatiser l'épilepsie. Parce que le fait de faire des campagnes avec le soutien de la Fondation Pierre Fabre à Ignazdine, de voir le maximum de malades, ça permet déjà de sensibiliser, d'informer. Parce que s'il faut dire, c'est que l'épilepsie, c'est 50 millions de personnes, dont 2 tiers dans les pays en voie de développement. Donc, le soutien de la Fondation, au-delà du développement du dispositif, permet de sensibiliser les populations, de déstigmatiser l'épilepsie, aussi de comprendre les difficultés d'accès qu'il y a au traitement anti-épileptique. Maintenant, l'idéal serait que l'on puisse, comme a dit Farah, à la fin de l'année ou à date l'année prochaine, avoir le smartphone brain scanner disponible pour la Guinée et pourquoi pas à l'échelle de l'Afrique. Écoutez, on aura la réponse dans ce cas-là dans quelques mois. Merci, bravo à vous deux. Restez avec nous. On peut les applaudir parce que je pense qu'il y aura là aussi beaucoup de questions sur ce projet qui est ambitieux d'un point de vue culturel, d'un point de vue de l'usage, mais aussi d'un point de vue technologique. On va faire circuler le micro dans cette salle. C'est le moment de prendre quelques minutes pour poser toutes les questions que vous souhaitez à nos trois lauréats de cet après-midi 2020. Il y a déjà beaucoup de questions qui arrivent sur le net. Allez, la première est pour le professeur Cissé. C'est François Charles qui nous la pose et qui nous dit « Professeur, ce serait extraordinaire de développer cet outil en Haute-Guinée car les épileptiques sont encore dans la folie et enfermés. » Effectivement, est-ce que vous pouvez nous parler du rôle des personnes qui sont peut-être mal détectées en épilepsie? Oui, c'est un rêve pour nous. Pourquoi? Parce que l'épilepsie, comme a dit M. Charles-François, ce qu'il faut dire, c'est que la Guinée, c'est 12 millions d'habitants et 2 tiers des neurologues ne sont que dans la capitale. Donc, 2 tiers de l'étendue du territoire, notamment la Haute-Guinée, est dépourvue de neurologues. Donc, avec un tel dispositif qui est facile d'utilisation, on pourrait former des généralistes ou même des infirmières à la détection de l'épilepsie. Elle pourrait, via les smartphones, nous envoyer les tracés pour interprétation. Donc, c'est très important pour nous d'avoir des moyens diagnostiques peu coûteux et facile d'utilisation dans les zones reculées. Donc, les épileptiques sont encore stigmatisés en Guinée. Ils sont victimes de maltraitance. Parfois, ils sont exclus des familles, donc c'est très complexe. Donc, il y a toute une connotation socio-culturelle autour de l'épilepsie qui est en train d'être améliorée par le Guinean Epilepsy Project à travers les conférences et les consultations gratuites qu'on organise avec Farah. Mais il y a encore du travail et il y a besoin d'avoir des outils diagnostiques pour déstigmatiser cette maladie. D'autres questions, d'autres remarques venant de la part de l'amphi? Voilà, monsieur, on va vous apporter le micro tout de suite. Le temps pour moi de lire des petites remarques qui nous arrivent un petit peu de partout. Tidiane Traoré qui nous dit « Nous apprenons toujours en suivant ces sessions pour améliorer les prestations de santé pour nos communautés en dehors des capitales régionales. » Merci à vous toujours pour ces messages qui font chaud au cœur. Babacar au Sénégal qui félicite l'initiative Titi Tracker. Cette solution digitale permet de mieux suivre les indicateurs et d'anticiper sur la prise de décision. Merci pour Babacar de nous avoir écrit depuis le Sénégal. Continuez à nous envoyer toutes vos questions et vos remarques. Monsieur, ici à Lavore, on vous écoute. Robert Giraud, Drépanocyto. J'avais une question à poser à monsieur Vauquebeau, parce que je trouve que son application tient du génie. Mes petits-enfants, s'ils étaient là, diraient « Grand-père, c'est génial ». Pour être plus sérieux, je pense que l'application qui informe sur la drépanocytose que vous avez... On a un micro qui est resté ouvert quelque part. Voilà, pardon, excusez-nous. Est remarquable. Et j'avais une question précise concernant l'usage de cet outil par les malades. Est-ce que vous avez envisagé, ou est-ce que vous avez déjà réalisé, de résumer pour un malade en moins de 10 lignes les principales caractéristiques de sa maladie et qui pourraient être présentées lorsque le malade rencontre un professionnel de la santé?
Pourquoi je dis ça? Parce que je sais que beaucoup de malades que j'ai suivis hésitent à voir un médecin, un professionnel de santé, voire aller aux urgences, parce qu'ils disent je vais encore tomber sur quelqu'un qui n'y connaît rien, qui ne me connaît pas. Et s'il y avait en 10 lignes les principales caractéristiques de la maladie et les antécédents, ça pourrait être un plus pour cette application. Arnold Wogbo, effectivement, cette question, on pense toujours à informer le malade, mais il y a des malades qui connaissent extrêmement bien leur maladie et qui pourraient aussi informer lorsqu'ils ont un professionnel en face d'eux qui la connaît moins bien. Est-ce que vous avez abordé les choses sous cet angle-là également? Tout à fait. Dans l'application mobile, il y a la possibilité pour le malade d'entrer en contact avec le professionnel de la drépanocytose. Il y a aussi la possibilité de créer des groupes de dialogue. Et donc, via ce groupe de dialogue, d'échange, il peut échanger sur ses expériences, se donner des conseils à distance. Donc, nous avons prévu cela pour la partie mobile de l'application. D'autres questions, d'autres remarques par rapport à nos 3 lauréats de cet observatoire pour l'année de 2020? Je regarde s'il y a des doigts ou des bras qui se lèvent. Madame, on vous apporte le micro tout de suite. Et puis pareil, pour les internautes, n'hésitez pas, nous envoyez vos questions en direct, on les reçoit immédiatement ici. Madame, on vous écoute. Oui, bonjour, Isabelle Hilali de Datacraft. C'est une question pour Sarah. Si j'ai bien compris, l'analyse des données est principalement faite par le ministère. Je voulais savoir si vous étiez associé aussi et du coup, si vous pouviez contribuer sur les données que vous allez collecter parce que vous êtes associé à l'analyse après. Oui, c'est géré par le ministère de la Santé et au sein de ce ministère, il y a toujours un département qui est spécialisé, bien évidemment, sur ces programmes. Donc nous sommes là en tant qu'aide. Donc nous avons une équipe de support pour le TT Tracker. Comment est-ce que l'on peut nettoyer les données? L'idée, c'est pas juste de fournir un logiciel ou une application, mais également de continuer à les soutenir avec, par exemple, des vérifications hebdomadaires ou alors des représentants du ministère. Donc, on essaye d'avoir un tableau de bord sur la qualité des données. Bien évidemment, on essaye toujours de fournir un service, mais au final, c'est dans les mains du ministère. Juste en complément de la question de madame, ça veut dire que localement, vous avez des spécialistes qui sont capables d'analyser les données ou est-ce que vous faites appel à d'autres spécialistes de vos équipes qui peuvent être situés en Europe, aux États-Unis ou d'autres analystes de data? Lorsque nous pénétrons un pays avec le TT Tracker, on a le ministère de la Santé qui va choisir en quelque sorte les fournisseurs ou alors d'autres équipes et donc on va les former, on va essayer de leur fournir un soutien. Ouais. Autre question, Anthony, qui nous arrive des internautes pour vous, Sarah. Mettez bien le micro d'ailleurs à côté de votre bouche. Un internaute qui nous demande comment arrivez-vous à surmonter les challenges de la qualité de données? Existe-t-il des mécanismes pour assurer un suivi régulier? On fait jamais les choses jamais 100% parfait. Hein. On essaye néanmoins de faire un suivi qualitatif. On essaye d'avoir et de s'assurer que l'information et que les programmes justement vont toucher les patients qui ont besoin de ce suivi. Et s'assurer également de la bonne gestion du projet. Voilà, pourquoi est-ce que ce suivi est un peu lent, pourquoi est-ce qu'on a ce genre. Donc on essaie d'avoir une vue d'ensemble avec un tableau de bord et ceci nous donne la possibilité d'avoir de faire des bonnes décisions. Qu'en est-il de la qualité? Comme je l'ai dit, on a ce tableau de bord qui suit la qualité et va peut-être attirer notre attention avec une alerte si jamais la donnée est coincée quelque part et donc on n'arrive pas à aller plus loin. Ouais. Autre question sur TT Tracker, qui est une question un petit peu peut-être plus technique, mais qui fait écho à ce que l'on a entendu ce matin. Est-ce que cette solution est développée 100% en propre par vos équipes? Ou est-ce que vous n'avez pas fait appel, ou vous avez eu la tentation de faire appel à des briques
de savoir-faire qu'on va trouver chez les GAFA en termes d'analyse de données de cloud. Alors on a cité Azure ce matin, qui est le cloud de Microsoft, mais on pourrait citer AWS aussi pour Amazon, qui a des capacités d'analyse de données, de géolocalisation, de données de masse, qui sont des outils prêts à utiliser. En fait, on a décidé, au lieu d'utiliser des logiciels qui sont là, qui sont assez abordables et qui vont répondre à nos besoins, donc c'est des logiciels open source ou peut-être plus abordables, etc., qui viennent de la Silicon Valley. En fait, on a vraiment mis l'accent sur les applications. On a essayé de voir comment est-ce qu'on allait vraiment travailler sur les actions correctives des données, la qualité des... Et bien évidemment, c'est important. Il n'y a pas que le logiciel. Donc, à chaque fois que vous faites du tracking, vous devez avoir une approche qualitative. Autre question que nous pose un internaute pour un Eniap, toujours pour Arnold Vogbo. L'application Anemiap est-elle disponible dans d'autres pays africains? Arnold. J'ai peur qu'on vous ait perdu au niveau du son. On va voir si on la récupère tout à l'heure. On a peut-être le temps pour une toute dernière question dans la salle pour nos lauréats. Madame la ministre qui est ici, on vous apporte le micro tout de suite, puisqu'on a la chance d'avoir avec nous Madame la ministre de la Santé du Burkina Faso. Oui, Anemiap sera... attendez Arnold, on vous donne la parole dans 2 minutes. On écoute d'abord Madame la ministre. J'ai enlevé mon masque. Merci beaucoup. Je voudrais saluer la tenue fréquente de cette session de l'Observatoire de la e-santé dans les pays du Sud et reconnaître l'engagement et apprécier positivement l'engagement de la Fondation Pierre Fabre dans la résolution des problèmes de santé publique des pays du Sud. Je n'ai pas de questions en tant que telle, mais je voudrais féliciter et sincèrement du fond du cœur ces gagnants de cet après-midi. Ils se sont attaqués à des problèmes de santé publique. Ils ont montré que par la e-santé, les décideurs peuvent être bien orientés. Ils ont montré que nous pouvons réduire les conséquences morbides et de mortalité liées au retard de prise en charge des maladies, liées à des diagnostics tardifs. Je vais parler de la drépanocytose, qui est généralement diagnostiquée au stade des crises. Et lorsque les crises s'installent, on s'achemine inexorablement vers des taux de morbidité et de mortalité élevés. Je vais parler également du trachome. Je vais parler également de l'épilepsie. Donc, autant de problèmes que nous rencontrons. Et je me réjouis de pouvoir profiter de ces données qui sont générées pour nous orienter dans la prise de décision. Je vous remercie et encore bravo à vous. Merci beaucoup. Tous ces mots d'encouragement qui viennent d'ici à Lavore, qui viennent d'Afrique, qui viennent d'Assis sont importants. On va voir si on peut poser cette dernière question justement sur la drépanocytose à Arnold Vogbo, qui est lauréat de cette année. Est-ce que cette application a vocation à être étendue à d'autres pays, qu'ils soient en Afrique, en Asie ou ailleurs? Tout à fait. Nous avons commencé ici en République démocratique du Congo, qui est le 3e pays le plus touché par la drépanocytose au monde. Et étant donné que le continent africain, c'est 80% des malades de la drépanocytose, alors nous allons l'étendre dans tous les pays qui sont touchés par cette maladie génétique.